Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureuse de vous retrouver comme chaque dimanche matin avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie pour vous servir jusqu'à 9h30. Nous avons coutume de retrouver nos amis du sport en tout début d'émission. Nous allons parler bien sûr donc de ce sport, donc le sport du week-end, bien sûr avec de bonnes nouvelles aussi tout à l'heure avec Ramzi Mhamdi qui sera parmi nous. Nous aurons également aussi à rendre hommage aussi à une artiste qui sera parmi nous, elle qui a décidé donc de faire de son art beaucoup donc elle a développé à travers son art en tout cas des jeux de société. On fera des connaissances avec elle et surtout on va découvrir son univers en ce moment, elle qui est aussi psychologue à ses heures perdues. On aura le plaisir de la retrouver dans un tout petit moment. Aussi, un nouveau livre vient enrichir le paysage donc de la lecture ici en Algérie avec un outil indispensable pour les musiciens, surtout les musiciens qui sont férus de qanoun, la sitar. Ben oui, c'est un exercice très difficile, en tout cas les musiciens qui travaillent. Ils vont avoir une nouvelle méthode d'apprentissage avec le nouveau livre de Mohamed Saadawi, le qanoun perçu autrement. On fera connaissance avec cet ouvrage et puis surtout, on suivra le maître pour nous donner quelques bonnes lignes à suivre à travers, bien sûr, son apprentissage. Fella Benour sera parmi nous dans sa rubrique Les Algériens du monde. Aujourd'hui, elle nous parlera donc de ce week-end et surtout de la célébration du 1er novembre à travers, bien sûr, notre diaspora établie à l'étranger. Samira Hadjamar aussi dans sa rubrique Écume et patrimoine. Elle sera là pour nous parler, bien sûr, donc nos vestiges romains, cette fois-ci à travers Tiklet, un centre commercial de l'Afrique romaine. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez l'apprécier et nous suivre jusqu'à 9h30. Je vous invite tout de suite à apprécier cette chanson comme à l'accoutumée. On va bien sûr apprécier le rythme de Friklen Tinhinen. On se retrouve juste après. جاتك راس انه الهيتا درهقت وردوا بغنك باني اسنك باني استثنى الهيتا جاتك راس انه الهيتا درهقت وردوا بغنك باني اسنك باني تنهينا سكمتات سماوات تنهينا الهقم هولن تنهينا اجري صوتا قولوا لي مالي وماله زالي مشى على طول سهر ليالي يا كنساني مشى على طول لين سنة مالي انا ومال غزالي زينك الدنا يا مرجنا في كنسان اوترها تزار تغمان جنة التنورين تدغن الدار اوترها تزار تغمان جنة الطيورين تدغن الدار تنهينا سكمتات سماضوات تنهينا رهقم هولن تنهينا أجري صلاة تنهينا رهقم هولن تنهينا أجري صلاة تنهينا رهقم هولن Une belle chanson, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, vous êtes installés et vous nous suivez. C'est pour ceux qui aiment le sport, c'est le rendez-vous incontournable du dimanche matin, cette fois-ci avec Ramzi Mhamdi. Bonjour. Bonjour Ramzi. Amal. Comment ça va, vous allez bien? Très bien, très bien. Alors une actualité riche comme chaque week-end, n'est-ce pas? Oui, avec la 10e journée du championnat. Très bien, on va en parler juste après cela, tout de suite. Alors, on va commencer avec le football cette fois-ci, avec la 10e journée, c'est cela? Oui, avec deux rencontres qui se sont déroulées hier. La première a opposé le MCO au CS Constantine, oui. Où le MCO a pris le dessus sur un but, avec un but à 0. On va voir tout cela avec un résumé de Fatah Abada. Très bien, on y va.
Peter Tapante et effectivement M. Tahar Boujma qui donne le coup d'envoi au profit du CS Constantine. La composition du MC Oran, Ahmed Haribi, Agoun dans les buts, Belkhayter, Kerroum, Hchoud et Hamra au milieu de terrain, Barak, Agib, Jouba et Boukhelda, le maître à jouer de cette équipe du MC Oran. Et en attaque, nous avons Alien Moulay et, comme je le disais à la présentation, le meilleur joueur du mois de septembre, Shakib Aoujan. C'est-à-dire que personne ne l'attendait. Attention, 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 de la tête, El Roule. J'étais en train de parler de El Roule, on était en train d'en discuter avec Haribi. Il a failli ouvrir la marque. Agoun a eu la chance d'avoir une transverse, une très jolie centre de Tahar. Et El Roule qui trouve la barre transversale, ça a été touché par Agoun Haribi. Non, ça a été touché par la transversale. Par le défenseur du Mouloudia d'Oran. Boukhelda qui a trouvé qui? Attention, attention, c'est le but du côté du Mouloudia d'Oran. Et c'est l'ouverture du score. Moulay. L'ouverture du score de Moulay. Ah, c'était Boukhelda, Ahmed Haribi. C'est Boukhelda, voilà. Boukhelda avec sa patte gauche. Il a très bien vu Ahmed Haribi. C'est ce qu'on lui reprochait, Moulay, en première période. Oui, de ne pas suivre. En physique, technique, tactique, sur le plan évolution de jeu, possession de balle. Et puis le CSC a été victime de son animation parce que je vois mal un Brahim Dib jouer comme avant-centre. À l'instant même, M. Tahar Boujma vient de siffler la fin de cette rencontre. Une victoire ô combien précieuse pour cette équipe du MC Oran qui a battu le CS Constantine 1-0 et qui conforte ainsi leur classement, leur position sur le podium. Merci Ahmed Haribi de nous avoir accompagnés. Merci à vous, Fatah. Merci Madame, Monsieur. Voilà, on a donc Oran, MC Oran qui a battu Constantine. Oui. Difficilement. Très difficilement. On va enchaîner avec un deuxième match qui s'est déroulé hier. L'Olympique Arbo s'est imposé sur 2 buts, avec 2 buts d'écart sur l'MBLU 7. On va voir les images, j'espère. Le premier but a été inscrit par Chelfaoui à la 21e minute. Oui. On attend les images. Oui. Ça va venir. Ça va venir? Oui, ça va venir. Mais en tout cas, c'est Rouisset qui est un club qui a fait une ascension l'année dernière. Il a bien débuté le championnat avec plusieurs victoires, mais cette fois-ci avec quelques problèmes en interne, si on peut dire ça. Se sont inclinés face à une très bonne... On va voir le premier but. Oui, Chelfaoui inscrit le premier but à la 21e minute. On voit la joie du joueur. Bah oui, le buteur, c'est clair. Le buteur. Voilà. On va enchaîner avec le deuxième but des Akboussiens, qui vont doubler la marque à la 77e minute. Vous allez voir sur un coup franc magistralement tiré. Amrish s'exécute dans les buts. C'est comme ça qu'Akbou prend la tête? La tête du championnat, provisoirement. D'accord. Provisoirement, en attendant donc de voir autre chose. En attendant de voir les autres rencontres de ce dimanche, où vont commencer avec l'ES Ben Akno qui reçoit l'ES Sétif. On aura aussi l'USMA à Sochlev, un très bon match à suivre. Et enfin, l'ESM Mostagane qui recevra le CRB. Demain, on va enchaîner avec 3 autres matchs, les 3 derniers. La JSK accueillera la Lanterne Rouge, El Bayed, et le Paradou qui accueillera l'USMK. Et enfin, le double champion en titre, le Mouloudia, qui va accueillir la GS Saoura, les sudistes, qui ne vont pas venir pour perdre, parce qu'ils sont 3e. Ça aussi, c'est un club qui est bien monté l'année dernière. Oui, le Sud, il est très bien représenté avec le MBLU 7 et la JS Saoura. Très bien, très bien. Alors, donc c'est le programme que vous avez donné entre aujourd'hui et demain. En fait, cette ligue qui a commencé samedi. Samedi et qui s'enchaîne aujourd'hui et demain. Et, en attendant, la sélection nationale qui va aborder le dernier virage pour la préparation de la CAN 2025. Oui, il y a beaucoup d'actualités qui circulent sur les réseaux sociaux, avec des joueurs, avec l'apparition, encore une fois, d'une nouvelle actualité aussi. Oui, la nouvelle actualité, ce sera les 2 matchs amicaux que va faire l'équipe nationale. En Arabie Saoudite contre le Mozambique, le premier match, et le deuxième
face à l'Arabie Saoudite, justement pour préparer la CAN et la Coupe du Monde. Voilà, donc ça, l'actualité, on suit un petit peu pour ce qui est de l'équipe nationale. Cette fois-ci, on va passer un petit peu à l'athlétisme avec une course, une belle course sur route cette fois-ci. Elle est mythique. Oui, c'est la mythique, tout à fait, à Zazga. Dans une région révolutionnaire, à Zazga, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Ça a été la 4e édition avec plus de 750 participants, dont une centaine de femmes. D'accord, c'est toujours de coutume, les femmes participent avec force. Avec force, et toujours, elle aime ce sport. Le cross, l'athlétisme, c'est une région qui est sportive. Toute la région de la Kabylie, Tizi Ouzou, Azazga, Akbou, on l'a vu avec le football aussi. C'est ça. On va suivre donc les images avec Samia Chichou, qui nous revient avec un très bon reportage. Très bien. Ils étaient plus de 750 coureurs à prendre le départ de la 4e édition du Cross d'Azazga. Disputé sur une distance de 10 km et dont le coup d'envoi a été donné dans la localité d'Efira. Organisé par la commune d'Azazga en collaboration avec la Ligue locale d'athlétisme et les associations sportives locales, l'événement a rassemblé des athlètes venus de plusieurs wilayas du pays, confirmant le rayonnement national de cette discipline. Ce qui m'a rendu plus heureux, c'est justement la présence humaine. Femmes, vieux, vieilles, et ils sont là, ils sont en train d'applaudir tous les participants, vainqueurs et même tous les athlètes. Chose encourageante, justement ce que nous souhaitons, ce type de manifestation va toucher les 58 wilayas d'Algérie. Il y a une nette amélioration par rapport aux 3 premières éditions. On essaie d'attirer plus de monde. L'objectif essentiel pour nous, c'est d'abord la formation et en même temps une distraction pour les gens de la etc. et un tourisme sportif pour les autres wilayas qui viennent pour connaître Azazga et connaître la wilaya de Tizi Ouzou. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, les participants jeunes, seniors, femmes et hommes ont sillonné les routes d'Azazga. Chez les femmes, Benderbel Malika de la protection civile et Bourazi Halima du club MC Alger se sont adjugés les 2 premières places. Chez les hommes, ce sont Berk Yassine de Tilsim Silt et Merhoul Bilal de Sidi Belabès qui se sont illustrés lors de cette manifestation. Alhamdulillah, هذا كما نقولوا شرف لي أني شاركت في هذا السباق. C'est un honneur pour moi de pouvoir participer à cette course. Le parcours était difficile, mais alhamdoulilah, j'ai décroché la première place. نقسم الجهد تاعي في المسار هذا والحمد لله بفضل المجهودات تاعي بفضل الله اولا ثم بفضل المدرب تاعي ماهور باشا رشيد تحصلت على المرتبه الاولى. السباق كان في المستوى نشكر مدينه تيزي وزو على حسن الضيافه. La course était à la hauteur. Je remercie tous les organisateurs et surtout la ville de Tizi Ouzou pour son accueil chaleureux. ونشكركم انتم اللي راكم كرجال خفاء اللي راكم واقفين على السباقات هذو. Une course pleine d'émotions dans une région arrosée par le sang des hommes et des femmes pour que vive l'Algérie. Voilà, une belle course, en tout cas il a fait beau et c'était aussi une belle date anniversaire, donc oui, du 1er novembre, symbolique. Oui, du 1er novembre, avec une région révolutionnaire qui a connu le sacrifice d'hommes et de femmes. Chouhada, tout à fait. Oui, il faut juste dire qu'elle s'est passée sur une distance de 10 km. Oui. Il faut annoncer aussi qu'il y aura un grand semi-marathon qui aura lieu le 14 novembre prochain, où il y a 7000 inscrits. Ça s'est jamais passé. Wow. Il y aura du monde. Oui, il y aura du monde de différentes nationalités. Alors je me posais la question, d'ailleurs je voulais même poser, est-ce que ce sont donc des habitués bien sûr, et surtout est-ce que le parcours c'est toujours le même? C'est toujours le même, avec des montées, des descentes, mais des dénivelés. C'est un parcours très difficile. Donc les athlètes connaissent un petit peu le parcours, oui, ils peuvent s'entraîner. Oui, surtout à la 4e édition, on a des repères. D'accord, on a des repères. Et donc peut-être que beaucoup ont pris part à cette édition aussi. Oui, l'édition de la prochaine. Cette fois-ci. Oui, 750. Voilà. Il y a eu 750 participants. Pour l'ouverture du cross, du cross de l'athlétisme cette saison, c'est un grand nombre. Parfait.
Parfait. Et bien, on vous annonciait donc ce semi-marathon. Ça sera le 14 novembre, c'est cela? Oui, à Alger, où il va y avoir 7000 participants, 7000 inscrits jusqu'ici. Les inscriptions sont fermées, elles sont closes, sur un parcours de 10 km, de 21 km, où on attend beaucoup, beaucoup de monde. D'accord. En tout cas, notre journaliste a participé hein, à cette course. Hein. Oui. Seulement, il était en voiture. Lui. Oui, Samia Chichou, oui. Samia Chichou, qu'on salue. En tout cas, merci beaucoup, Ramzi. Une dernière information? Oui. Ah non, on n'a pas fini, c'est vrai. Pas fini, on termine avec une bonne nouvelle. Oui, c'est l'arbitre, Oui. L'arbitre du jeu. Il est important dans le jeu, dans le football. Moustapha Herbal qui est nommé parmi les 40 arbitres pour le titre de meilleur arbitre du monde. Ce n'est pas rien, hein. Déjà faire partie des 40, c'est une très belle chose. Ça va récompenser un bon parcours. Il a officié en Coupe du Monde. En match. Oui, en Coupe du Monde, championnat du monde des clubs, les CAN, différents CAN, il va être présent. Hein. Il est déjà sélectionné pour cette CAN et pour la prochaine Coupe du Monde 2026. Je vous posais la question tout à l'heure, je dis combien d'arbitres il faut pour un match? 3, oui. L'arbitre central, oui. Les 2 arbitres de touche, commissaire du match, on n'en parle pas, et aussi les arbitres du VAR, hein, ceux qui sont installés dans la cabine et qui jugent les actions litigieuses du match. Donc on est surveillé, hein, c'est pas comme avant. Et c'est un athlète, lui aussi, il court énormément sur le stade. À 40 ans. À 40 ans, à 40 ans, oui, il faut le faire hein, avec une nouvelle génération qui défile vite. Hein. Exactement. Donc on lui souhaite en tout cas toute la réussite. Inch'Allah, on aura une bonne nouvelle? Le 10 décembre. Le 10 décembre. On attendra et vous serez là peut-être pour nous annoncer cette bonne nouvelle. Merci beaucoup, Ramzi. Merci. On vous dit à la semaine prochaine probablement. Voilà. On continue. Je vous invite tout de suite à apprécier ces rythmes avec Freakland qui chante Allo Allo.
entamer la première rubrique de Samira. Eh bien, elle est là parmi nous comme chaque dimanche matin. Samira, bonjour. Bonjour Amel, Comment bonjour à vas-tu? tous. Très très bien, alhamdoulilah. Bien, on dit bonjour à notre invitée. Bonjour, Très jolie. bonjour à vous. Oui, et on va découvrir son art dans un tout petit moment. On va la présenter aussi. Eh bien, on a le plaisir donc de retrouver Samira comme chaque dimanche, encore une fois, à travers la rubrique Écume et patrimoine. Alors, la rubrique aujourd'hui va nous emmener dans une région romaine. Dans une région algérienne. Algérienne. Dans une région, très très belle région. Historiquement romaine. Historiquement vandale, historiquement médiévale, musulmane, historiquement connue. Mais tellement algérienne. 1001 savants, 1001 érudits, une ville de lumière, de savoir et de culture. Franchement, très belle ville qui est sur le littoral, c'est Béjaïa. Précisément à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Béjaïa, il y a Tiklat. Tiklat, je vais dire son nom en latin. Alors, Tubu, redoutable. Alors, Tubu, Subtu ou Tubu. Suctu. Mais nous, on va dire Tiklat tout au long de la... Exactement. C'est un nom latin. Donc, elle fait partie... Ah, on va donc à l'époque romaine, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a des vestiges qui existent jusqu'à aujourd'hui. Tiklat a été le siège, on va dire, de la 7e colonne, alors 7e légion de Pia Fidelis. Voilà. Donc, elle est sur la rive gauche de la Soumam. C'est pourquoi elle est importante. Elle est importante parce que, d'après les vestiges qui ont été trouvés, celui qui a le plus publié dessus, c'est Jean-Pierre Laporte. Il a démontré que cet endroit, ou du moins toute cette région, était en relation avec toutes les autres villes comme Osia qui est sur Roselaine, toutes les autres villes des provinces romaines étaient un grand centre commercial. Oui. Alors un grand centre. J'ai été étonnée de voir le titre centre commercial. Oui. Alors production zizitoun. Oui. Voilà, donc l'huile d'olive. Il y avait aussi des ateliers de poterie. Il y avait alors comment on le sait? Alors c'est pas un mall comme le dit Yazid. Non, c'est pas un mall, c'est pas centre commercial. Alors un riche centre d'une activité commerciale ou économique. Les deux en fait. Elle est sur un nœud routier. C'est un peu c'est comme les caravansérails. C'est un lieu d'échange. C'est pas un caravansérail, pas du tout. On va dire que pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que la production qui se faisait à Tiklat, donc à Béjaïa, a été retrouvée en Italie, a été retrouvée en Égypte, elle a été retrouvée en Nubie, elle a été retrouvée ce qu'on appelle le Soudan du Kouch en fait. Elle a été retrouvée dans plusieurs pays, donc ça soit dans le bassin, en Afrique aussi, et dans le bassin méditerranéen. Donc, comment on le sait? Parce qu'il y a en Italie, dans les musées, par exemple à Ostie, on a retrouvé des tessons de poterie, d'amphores, produite à Tiklat grâce à des estampilles, la marque en fait, l'estampille de l'artisan qui a produit. Donc on sait qu'il y avait un Lilius par exemple qui habitait à Béjaïa, qui avait un domaine et qui produisait des amphores. Après, qu'est-ce qu'on a retrouvé à l'intérieur? Comment on le sait? C'est qu'on avait retrouvé de l'argile, on va dire une espèce d'argile pure. Qui a démontré qu'il y avait un atelier ou des ateliers des usines à la poterie, voilà, à ce moment-là. On est en train de voir de belles mosaïques. Oui, et celle-là subsiste, elle est sur place. Il faut saluer le travail de l'association Ronimab qu'il y a à Béjaïa. Ils font un énorme travail pour la protection, la sauvegarde, mettre la lumière sur les sites du patrimoine de Béjaïa. Ils publient, ils font beaucoup de choses. Donc, on les a déjà reçus, bien sûr, à Canal. Au Bonjour. Oui. Voilà. Donc, cette ville, parce que c'est une cité, c'était une province de l'Empire romain. Les vétérans sont venus, ils se sont installés et comme toujours, ils se structurent. Ils ont des termes.
Donc c'est d'où la mosaïque. Ils ont créé, donc des nécropoles ont été retrouvées. Ils ont structuré une ville comme toutes les villes de romaines, on va dire, ou provinces. Oui, bien sûr, avec toute la structure. Et puis bien sûr, tout autour, il y a eu des choses qui se sont construites, notamment la citadelle, on appelle ça une citadelle ou une forteresse, d'où le nom de l'Aqsar qui arrive juste après. Donc c'était montrer qu'il y avait une activité aussi très riche aussi dans la région, avec une activité militaire, économique, ce centre commercial. Oui, la production d'huile d'olive qui a dépassé les frontières de l'Algérie, donc sur toute on va dire la partie nord africaine, puisqu'il y a eu des choses qui ont été retrouvées un peu partout, à l'extrême ouest de l'Algérie, comme en Méditerranée, donc en Italie, en Égypte, dans d'autres pays aussi. Voilà, donc c'est surtout pour montrer que c'était une région très... D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, l'huile d'olive, l'huile d'arbeille, il faut aller en Kabylie pour... Mais dans chaque région de la région. D'accord. Elle est de l'Aqsar. Voilà, l'Aqsar, très belle région. Oui, très belle région. Donc, l'a inspiré, sûrement. Oui. D'abord, région historique, c'est le congrès de la Soumam. Voilà, donc elle est connue pour ça, mais bien avant aussi, elle a toute une histoire qui l'accompagne. Et comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, alors, nombreux chercheurs savants sont passés par la région de Béjaïa. Par la région de... Bien sûr. Ils sont tous passés jusqu'à même l'époque coloniale. Tout le monde est passé par cette région. Par ce centre, on va dire, culturel. Tout à fait. Mais même économique. C'était pour montrer qu'Tiklet... Alors, c'est une région Tiklet n'a pas été vraiment fouillée. Il n'y a pas eu beaucoup d'exploration. Les associations, la société civile là-bas déplorent qu'il y ait encore jusqu'à aujourd'hui, des fouilles sauvages, des chercheurs d'or, parce qu'il y a une légende qui accompagne, qui dit qu'il y a de l'or, de la poudre d'or qui a été retrouvée dans une amphore. Personne, en tout cas celui qui l'a trouvé, il l'a pas déclaré. C'est pas sûr, c'est peut-être des histoires aussi. Tous les sites du patrimoine dans le monde entier sont enveloppés de contes, de légendes. Et c'est convoité. C'est convoité parce que c'est une superposition de couches historiques. Les gens avaient tendance à cacher les choses dans des amphores, par exemple, dans des jarres. Ces jarres ont été enterrées par l'histoire, puisqu'elles soit par des tremblements de terre, soit par les guerres. Et d'ailleurs, la région de Tiklat a connu, enfin toute la région, a connu des révoltes. Ça ne s'est pas toujours passé bien avec, et grâce à Dieu, avec les Romains. Il y a eu des révoltes, ce qu'on appelle les révoltes des 5 tribus en fait, qui se sont révoltées. À Takparinès aussi, il y a eu les révoltes de Takparinès dans la région. Voilà, donc beaucoup d'histoires. C'est en tout cas une halte. Moi j'en ai parlé. C'est pas un énorme site, mais c'est un site qui mérite. Quand on va à l'Aqsar, ça vaut le détour. On peut s'arrêter pour visiter. On voit encore les murs des remparts. Ils sont encore debout. Les murs sont encore debout. La pierre, la pierre parle. La pierre parle. Vraiment, ce sont des vestiges qui ont tellement de choses, renferment tellement de choses. Il y a eu une reconstitution par des architectes, à peu près, on peut la voir sur Internet, de comment c'était avant, comment les citernes. Il y avait des citernes justement pour le stockage de l'eau et je crois qu'ils faisaient aussi de l'alimentaire. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Donc d'énormes citernes, moi je les trouve pas mal, j'en ai pas vu ailleurs. Il y a, à cause des révoltes justement, ils ont été obligés de construire des, je sais pas, oroès. Ce sont des greniers. Mais ça s'est passé dans toute l'Algérie. Même dans le sud, on a vu, ce genre de grenier. Oui, qui permet le stockage et surtout une action très solidaire et collective de la population en fait. En cas de guerre, en cas de je sais pas moi, de sécheresse, enfin, mauvaise récolte, on va dire. De coups durs, mauvaise récolte par exemple, de pouvoir avoir avoir des denrées stockées. De stocker. Donc, en tout cas, c'est une pratique qui s'est faite pas seulement à Béjaïa, mais dans tout le pays et partout. Très bien. Partout. On a des similitudes avec ce genre de grenier à Malte, dans d'autres pays aussi. Il y en a beaucoup. L'histoire
heureusement, est là et les archéologues sont là pour prouver un petit peu justement donc, la datation aussi de certains objets et rappeler l'histoire. Alors, la datation de Tiklat, c'est faite parce que grâce à l'épigraphie, donc il y a énormément de stèles qui ont été retrouvées, même les estampilles on va dire des producteurs, des artisans, voilà, des argiles à l'intérieur des amphores. Et bien sûr, il y a cette structure de la vie, l'architecture, le mode d'architecture, on va dire les ciments qui ont été utilisés. Et grâce à Dieu, il reste encore des vestiges, des citernes, des remparts, de la citadelle qui est autour. On a encore des choses debout. Oui. Bon, après, quand on voit la muraille de Chine, on se dit ce mortier qui a été tellement aussi ancien, aujourd'hui, on toujours fonctionnel est toujours debout, surtout. Debout, et ils ont mis beaucoup de moyens pour la conserver. Tout à fait. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Et pour Tiklat, en fait, c'est pas très loin. C'est à 3 km de l'Oqsir et c'est une trentaine de kilomètres de Béjaïa. Donc ça vaut quand on est à Béjaïa, ça vaut le détour de le visiter. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci Amel. Samira, c'est toujours un plaisir. On apprend tous les jours avec donc, la rubrique de Samira et surtout les lieux qui nous appartiennent. Ils font partie de notre histoire, notre patrimoine et surtout comment les valoriser avec bien entendu des études et pourquoi pas les classer avec bien entendu des dossiers bien préparés. Et puis rajouter qu'il y a des choses, quand les premières fouilles ont eu lieu dans les années 50, il y a des choses qui sont parties dans des musées, notamment au musée Auxerre en France. Sinon, on a des petites choses comme ça au musée, je crois, des Antiquités, le musée national public des Antiquités, des petites coupelles, on va dire, des petits qui appartiennent à cette région. À cette région, comme il y en a aussi, au musée de Béjaïa. On peut retrouver des stèles, en fait, des épigraphies, des stèles. Voilà. Merci Samira. Vous allez suivre et vous intéresser à la rubrique de notre invité. Oui. Il s'agit donc de Ferial Yahyaoui. Bonjour et bienvenue encore une fois. Vous êtes artiste, vous êtes donc de la région. Oui, de Béjaïa. C'est peut-être une région qui vous a inspiré? Oui, entre autres, oui, probablement, oui. Voilà. Vous avez fait les Beaux-Arts? Oui, j'ai fait les Beaux-Arts. Artiste, vous avez fait l'Académie, donc institution très importante aussi pour pouvoir vous exprimer. Et cette fois-ci, vous étiez spécialisée dans la miniature, vous m'avez dit. Exactement, la miniature, promotion 2021. Voilà, et c'est très pointilleux la miniature. C'est beaucoup de couleurs, c'est beaucoup de traits, c'est des détails. On va dans le détail, dans l'observation surtout. Donc, oui, voilà. Et des règles aussi. Voilà, des règles à suivre. Évidemment, oui. Mais finalement, vous vous êtes un petit peu exprimé autrement à travers, bien sûr, la peinture, puisque vous avez toujours eu un très bon coup de crayon. Et cette fois-ci, vous avez voulu joindre l'utile à l'agréable en essayant de créer des jeux, c'est cela, de société? Oui, alors, Al-Samni, c'est un concept qui met en avant l'Algérie. Oui. Et le jeu de société, cette famille, met en avant l'Algérie, ses traditions, ses vestiges, sa culture. Oui. Et en même temps, on joue et on découvre l'Algérie. Oui. Alors là, on voit déjà des cartes postales. Vous en avez fait pas mal. Des cartes postales sur notre patrimoine. Exactement. On a les lieux, Mauritanie, par exemple. Oui. On a les lieux, les tenues traditionnelles, tout ce qui est culturel. D'accord. Et bien, donc d'autres jeux, donc les 7 familles, c'est ça? Oui, les 7 familles. Quand on joue aux 7 familles, c'est un jeu de cartes où on découvre l'Algérie. On a la famille des animaux, des plats traditionnels, la famille de la musique. Oui. Donc on joue et on découvre l'Algérie en même temps. Et c'est des aquarelles faites à la main, donc qu'on transforme en jeu de société. À l'aquarelle, hein, à l'école des Beaux-Arts. Oui, voilà. L'aquarelle, elle m'en a parlé d'ailleurs hier. Et l'aquarelle, c'est magnifique. Hein. Je préfère l'aquarelle. Je ne sais pas si on arrive à voir, mais bon. Voilà, c'est un jeu de cette famille, le chameau. Les animaux, les arbres, les plats traditionnels, la musique. Et on a d'autres jeux aussi. Oui. On a le jeu de mémoire.
Ça simule la mémoire. On peut jouer en groupe avec les enfants, les adultes. L'autre jeu s'appelle The Algerian Memory. La petite boîte. Voilà, la petite boîte qu'on a ici. Et en fait, c'est pour simuler la mémoire. Et Très bien. The Algerian Memory. C'est pour simuler la mémoire. D'accord. Est-ce que vous avez eu le déclic justement pour créer ce genre de jeu? C'est venu comment? Alors, c'est venu comment? J'adore l'Algérie, même si c'est cliché, mais j'adore notre patrimoine et je voulais transmettre ça à ma manière. Et je me disais, pourquoi pas un jeu où on fait découvrir l'autre, l'Algérie et sa richesse. Et donc, c'est de là où est venu le jeu de cette famille qui suit le Algerian Memory, des tote bags, des cartes postales et plein de dérivés de produits. C'est magnifique parce que c'est aussi... Elle a dû jouer aussi aux jeux de société quand vous étiez jeune. Oui, j'ai beaucoup joué. C'est clair. On a vu donc les tote bags avec à l'effigie de nos figures emblématiques de l'Algérie, que ce soit donc des femmes d'Imza du Sud, que ce soit le Hajj Mohamed Lamqa, que j'adore. Moi, j'adore la musique chabi. J'ai baigné dedans depuis mon enfance avec mon papa. Et donc, je voulais transmettre cet amour pour l'Algérie, cet amour pour la culture et... c'est comme ça que Al Samni est né. Et le nom aussi vient de... en fait, c'est un ancrage que j'ai eu quand j'ai fait les Beaux-Arts. Mon entourage n'arrêtait pas de me répéter « Al Samni, dessine-moi, fais-moi un dessin ». Et c'est resté, et c'est comme ça que Al Samni est né. Voilà. Et puis vous êtes aussi, là on voit un beau dessin, c'est une dame aussi, une Algéroise, avec la Zlij aussi tout autour. Voilà, Zlij tout autour, algérien, avec la touche algérienne. Et en fait, je rends hommage à tout ce qui est culturel et pour transmettre cette culture. Et bien entendu, travailler sur soi, c'est un travail sur soi. Vous êtes psychologue aussi à temps perdu? À temps perdu, humainement. Humainement. Je le fais humainement. Et c'est pour aider l'autre et j'utilise aussi l'art-thérapie quand je peux. Et voilà. L'art-thérapie, c'est-à-dire avec les jeux de cartes, avec la musique Alors l'art-thérapie, mais dans tout ce qui est dessin, c'est pour laisser l'autre s'exprimer et exprimer ses émotions à travers l'art. Et en même temps l'aider à extérioriser et lui donner des outils, ses souffrances. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à s'exprimer avec la parole, mais ils s'expriment avec le dessin. C'est en même temps les aider à voir plus clair. Et comprendre leurs émotions. Exactement. C'est vrai qu'on a vu des tas de dessins qui aujourd'hui font partie de cette expression. On achète aujourd'hui des espèces de grands dessins en noir et blanc pour pouvoir les colorier. Oui, c'est une sorte de thérapie. Le coloriage, ça nous aide à plus se concentrer sur le moment présent et en même temps nous vider l'esprit. Ne pas dépasser les lignes. Ne pas dépasser, même dépasser, c'est pas grave. C'est pas grave. Samira, tu as déjà fait du coloriage? T'aimes ça? Oui, beaucoup. T'aimes ça? J'aime beaucoup. Non, les coloriages pour adultes, c'est-à-dire faire des dessins, acheter des... Comment on les appelle, les fameux dessins mandalas. Des mandalas. Des mandalas. Oui, j'aime beaucoup ce que Mademoiselle Haoui fait en fait. C'est une thérapie. Et en plus, associer la psychologie à l'art, c'est encore mieux. Et j'aime beaucoup les jeux de société. On continue à en jouer, pas comme avant, mais malheureusement, mais on continue à la maison d'en jouer. Maintenant, quand ça concerne le patrimoine algérien, c'est encore mieux. C'est encore mieux, tout à fait. Le message passe plus facilement. Et bien sûr, on s'accroche à notre identité. Exactement, oui. Vous avez déjà exposé plusieurs fois? Alors, ce projet est né en 2023, fin 2023. Donc, on a fait pas mal d'expositions. Nos jeux de société et nos cartes postales voyagent un peu partout dans le monde. D'ailleurs, on a toujours des retours, que ce soit en Allemagne, en Afrique du Sud, un peu partout. Alexa va revenir. Elle est belle, la carte postale de la Casbah. Elle est très belle. Merci. Très beau travail. En tout cas. Donc oui, on n'arrête pas d'avancer. Moi, j'y crois fortement à ce projet. Il y aura d'autres jeux qui vont venir aussi. Et donc voilà, très heureuse de partager ça avec vous. Alors la dame, c'est voilà, on voit la carte postale et la dame avec le tote bag. Fleur d'Alger. On rend hommage aussi au monsieur. Ah, c'est un monsieur.
Non, au monsieur, Flore d'Alger, le fleuriste. Le fleuriste à la grande qui est mort. Et donc, en quelque sorte, la lui rend hommage. Toujours. La boutique existe toujours, oui, oui. Oui, c'est vrai. Parfait. Et sur les terrasses de la Grande Poste, très bel endroit. Oui, tout à fait. Alors, le jeu de société, vous l'avez testé comment? Avec des enfants, avec des adultes? Alors, ça marche autant bien avec les enfants qu'avec les adultes. Il y a toujours cet esprit de compétition, de je veux avoir plus de famille et tout. Et il y a aussi le jeu de mémoire qui fonctionne beaucoup avec les adultes. Alors, tout le monde essaie de tricher parce que tout le monde veut avoir plus de pairs. Oui. Et donc, ils n'arrêtent pas de mélanger tout sur la table et tout. Mais les deux fonctionnent très bien, alhamdoulilah. Donc, je suis très heureuse de partager ça. On va revenir à des appellations plus locales. Puisque le jeu de cette famille, c'est un jeu qui est connu à travers le monde. Oui, à travers le monde, oui. Avec des noms qui... oui, pourquoi pas. Avec les animaux déjà. Les animaux endémiques peut-être de l'Algérie. Oui, tout ce qui est comme famille, c'est emblématique. Les plantes, c'est une bonne idée. Oui, les fleurs. Il y a les animaux et les tenues. On découvre un peu l'Algérie du sud à l'ouest, de l'est. Une exposition peut-être bientôt avec l'aquarelle. Oui, pourquoi pas avec Amel Mehoub bientôt. Pourquoi pas. La galerie Le Pan. Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, on viendra vous suivre et on suivra bien sûr cette exposition. Sinon, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est donc des tote bags. Les tote bags et les jeux de société. On est sur Instagram et TikTok. Vous écrivez alsamini.dz et sur Facebook, alsamini tout court et vous retrouverez notre page. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans tout ce qui est bien sûr dessin, peinture, les couleurs? Qu'est-ce que vous voulez faire ressortir le plus? Moi, j'aime beaucoup faire les drapés, tout ce qui est textile. Oui, j'adore parce que les ombrages à travers les couleurs. Voilà, et c'est une thérapie pour moi en fait. Quand je peins l'aquarelle, c'est une thérapie. C'est aller vers le détail aussi parce que j'ai fait de la miniature, donc c'est un peu revenir à la source. Donc voilà, j'aime beaucoup dessiner tout ce qui est détail. Voilà, je vais au détail quand je peux, mais voilà. Très bien, en tout cas. Moi, je vais aller prendre des cours d'aquarelle. Avec plaisir. C'est très beau l'aquarelle, c'est très beau. Et c'est difficile aussi. Il faudra un grammage particulier pour le papier? Oui, alors c'est du 350 grammes. Il faut juste savoir en fait équilibrer entre l'eau et le pigment de la peinture. Mais on apprend tout. Tout s'apprend, c'est très facile. Si on aime, on apprend. J'ai tout le matériel. Ah ouais, moi aussi j'ai le matériel, mais bon, c'est vrai qu'on a avec plaisir, pas beaucoup. C'est magnifique l'aquarelle. Ouais. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas, avec plaisir. Très bien. En tout cas, un dernier mot pour vous peut-être? Il faut toujours croire en ses rêves. C'est cliché, mais croyez en vos rêves. Et merci beaucoup pour l'invitation et pour l'accueil. Merci. Et merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Je rappelle donc Faria El Yahyaoui, vous êtes artiste peintre et aussi créatrice donc de ces jeux de société. On a eu plaisir à vous découvrir ce matin. Pour moi. On vous souhaite bonne chance pour cette belle aventure. Merci infiniment. À bientôt. Et j'espère, Inch'Allah, vous retrouver très bientôt pour une exposition. Inch'Allah. Merci. Bonne journée. Merci Samira. Merci Amel. Voilà, on continue notre émission. Hier, nous célébrions le 71e anniversaire donc, du déclenchement de la lutte de libération nationale. Eh bien, notre journaliste Lamia a fait un reportage justement où elle rend hommage à toutes les figures justement donc, de la Révolution à travers bien sûr ces stèles qu'on retrouve un petit peu partout en Algérie. Regardez. Surtout, cette fois-ci, c'est Alger. Dans les ruelles d'Alger, l'histoire se raconte aussi à travers la pierre. Sur les placettes baignées de lumière, des stèles narrent le courage, le sacrifice et l'espérance d'un peuple. À la place des héroïnes de l'Algérie, 3 bustes, 3 noms et 3 destins. Hassiba Ben Bouali, Nfissa Hamoud Laliem et Zoubida Wild Qabliya. Elle nous rappelle le sacrifice de ces femmes, mais surtout leur courage. D'abord, la place, cette placette a été il y a quelques mois donc rénovée, réhabilitée, inaugurée. Et c'est vrai que je suis très heureuse qu'on ait pensé, comme la plupart des citoyens, très honorés de voir la fierté que nous avons pour ces héroïnes.
qu'il faut qu'elle reste dans l'histoire. Ce serait insuffisant, Estelle. Il faudrait que les gens comprennent le parcours de ces héroïnes. الحاجة الأولى بطل الجزائر ما تقدرش تقدريهم لا بثمن ولا بكلمة ولا بوصف ولا بحاجة واحدة أخرى. باسكو بطل الجزائر الحاجة الأولى هي مرأة جزائرية متحررة فهمتيني، عندها عقيدة، عندها إيمان، لولا الإيمان نتاعهم امبوسيبل حنا نوصلوا للموصل اللي رانا فيه، لولا الإيمان نتاعهم امبوسيبل نكون أنا وبنتي في البلاصة هذه فهمتيني. حاجة أخرى المرأة بكري كانت كاباب، كانت تدعم الراجل وكانت توقف في ظهره فهمتيني. كانت كوراجوز، امبوسيبل الراجل اللي يكمل وحده. كانت طبيبة، كانت فرملية، كانت الأم، كانت الأخت، كانت الصديقة، كانت الأمية فيهم تعاون، كانت القارية فيهم تعاون. بصح هاد الصوالح كاع اللي يرجعوا لواش الحب الوطن. نشكروهم بزاف باسكو عاونوا بزاف واسمو في الثورة تاعنا، وماذا بيا واسمو نشوف الرموز الوطنية هادو، وكل مناسبة نشكروهم. نعرف حسيبة بن بوعلين ومهما هضرنا ما قدوش نشكروها باسكو دارت صوالح حنا ما قدوش نديروهم على جالنا حنايا، على جال هذا الشيء اللي راجل. واش نحس المرأة نتاعنا اشتهرت بيها، جبنا البلاد. لو كان ما كانش نساء مع الرجال كانوا في الجبل، ونساء مساكن في الديور اللي تطحن، اللي تطيب، اللي تواسي الكسره، اللي تحوس الدراهم سرقه الدراهم. وهذوك خيتي ما كانت تقرا وطلعت وسات كما يقولوا في الجبل انفيرمير، تعلمت وخرجت انفيرمير. ربي ان شاء الله يطول في عمر اللي مازالوا حيين واللي ماتوا، ربي يرحمهم ويوسع دارهم دايما، وكل ان شاء الله جنة ناعمة ليهم. À quelques encablures, on retrouve le buste d'un symbole de l'universalité du combat, Maurice Audin. Mathématicien français et militant anticolonialiste, il a été torturé et assassiné en 1957. Je sais que c'est un Français qui a combattu aux côtés des Algériens, c'est pour ça qu'on a donné son nom à cette rue. On doit les remercier, on doit être fiers qu'ils ont eu ce courage de combattre les siens, et ils ont quand même su que c'est une cause noble de combattre à côté des Algériens qui ont combattu pour leur dignité, pour leur pays. À Tafoura, la place de la résistance rassemble 4 figures héroïques de la bataille d'Alger. Yassef Saadi, Hassiba Ben Bouali, Ali Ammar ou Ali Lapointe et Mahmoud Bouhamidi. Cette stèle nous rappelle la solidarité et l'esprit de groupe. Un autre lieu, un autre symbole, Krim Belkacem. Une stèle symbolisant la sagesse et la force de la diplomatie algérienne. Ces stèles ne sont pas de simples monuments, elles sont des repères, des gardiennes silencieuses de la mémoire. Elles rappellent à chaque génération le prix du courage et la valeur de la liberté. Voilà, pour que justement les jeunes, la génération montante comprennent et connaissent la véritable valeur donc, de notre pays et surtout cette institution, et bien entendu avec Lamia qui a pu faire ce reportage et encore une fois rappeler les figures marquantes de notre histoire. Donc avec nous Yazid, bonjour. Bonjour, et puis merci à tous les reporters qui ont vraiment fait un travail mémorable. Enfin, on voit ce que ça a donné. Vraiment, c'est très très bien de voir des... Émouvant. À travers, bien sûr, les commentaires, les images. Fella, bonjour. Bonjour Amel. Bienvenue parmi nous ce matin. Merci Amel. Avec les Algériens Merci, du c'est toujours monde. un plaisir. Oui. Et puis جابت لنا التساروت pour باش فتح لنا بيبان الخير. Oui. التساروت c'est la clé. La clé, Voilà. oui, tout à fait, la clé des coffres du sud algérien. Bon, c'est très fort. Très fort. Alors Très bonne aujourd'hui, on va revenir sur, bien sûr, le 1er novembre à travers notre communauté établie à l'étranger, n'est-ce pas? Vous avez une actualité très riche et beaucoup d'émotions aussi à travers donc, cette rubrique aujourd'hui. On ne peut pas ne pas être ému face à toutes ces images qui nous rappellent à quel point ce pays est souffert, très cher, et à quel point un bon nombre de chouhada ont payé de leur vie pour que l'Algérie soit debout aujourd'hui.
Tout à fait. Voilà. Alors, bonjour à tous. Donc, on va commencer notre périple, j'allais dire, à partir de notre ambassade à Paris, où il y a eu des moments très émouvants aussi, avec la levée des couleurs, bien sûr, et l'hymne national qui a retenti au niveau de l'ambassade, en présence de beaucoup d'Algériens et de personnalités et d'historiens qui ont fait, qui ont assisté à cette célébration à partir de minuit, enfin 00. On voit les voilà, images. on voit les images. Si on pouvait les avoir. Voilà. Avec le chargé d'affaires qui était l'hôte, bien sûr, de tous les invités. Voilà. Donc, on a commencé avec notre ambassade à Paris, mais il faut savoir que tous les consulats ont célébré hier avec des programmes vraiment riches, chargés, une participation massive de notre communauté aussi. Pour dire également la contribution effective des Algériens en France pour la libération et pour la liberté du pays. On parlait en coulisses du 17 octobre 1961. C'est ce que les Algériens ont ressenti. Oui. Et puis rappelons que le premier parti nationaliste, il a été créé dans les milieux de l'immigration, le parti de l'étoile nord-africaine. Et puis depuis 1953, il y a eu aussi des actions il y a eu beaucoup de sacrifices des Algériens qui sont morts pour ce pays. Tout à fait. On peut parler aussi des Algériens qui ont porté la guerre au cœur de la capitale française avec le deuxième front, le 25 août. Donc, aider la Fédération de France du FLN, il fallait aussi contribuer pour asseoir aussi une assise comme et aujourd'hui, place à la mémoire, place à ce devoir de mémoire. Absolument, et je remercie Chelif Cherfi qui m'a envoyé un document qui parle de la fosse commune des victimes. Chelif Cherfi qui est le président du collectif. Il a passé le flambeau à Farid Zarzour, c'est le coordinateur, du collectif du 17 octobre, et qui est actuellement, mais qui reste très actif. Il soutient toute la jeunesse, il essaye de... On les avait vus témoigner tous les deux à la veille du 17 octobre, vous étiez venus les présenter d'ailleurs. Il travaille beaucoup sur la transmission, surtout sur la transmission. C'est le volet le plus important sur lequel le collectif travaille actuellement. Et en ce moment, il y a un combat qui est mené pour reconnaître le crime du 17 octobre comme crime d'État. Et on est revenu sur la fosse commune, on n'en a pas beaucoup parlé peut-être, où on a enterré des Algériens sans nom, sans aucune... oui. Et ça, c'est... lire ce document est poignant, émouvant. C'est pour ça que le combat continue. C'est dur pour les familles, justement, qui sont restées sans nouvelles, sans, bien sûr, avoir leur mort, bien entendu. Pour l'anecdote, il y avait une photo qui a été prise par le photographe, rappelle-moi le nom. Kagan. Il est Kagan. Kagan. Merci Yazid. Et la photo, c'est la famille de la victime qui a pu reconnaître l'oncle, je crois, à travers cette photo qui a fait la une d'un magazine ou d'une revue. Et c'est comme ça qu'on a pu identifier et reconnaître ce monsieur. Et voilà, donc ça c'est juste une partie. Donc place au ressourcement et au devoir de mémoire. Retour aux activités qui ont été aussi organisées par rapport à ce 1er novembre. Donc
on va aller à Nice, à Monaco plus exactement, où la célébration a été organisée par le consulat, notre consulat à Nice, à leur tête Fawzi Dib, et aussi Madame Deraghi qui est dans les coulisses aussi, qui est très active pour mettre en avant à chaque fois, marquer ces dates. Et donc la célébration a été digne d'une date aussi forte, comme à l'instar de tous nos consulats à travers le monde. Et cette date ou cette célébration à Nice à Monaco a été marquée par la participation du jeune pianiste Yanis Taleb, pianiste, compositeur, qui fusionne la musique classique et des notes orientales. Qu'on l'avait reçu sur ce plateau. On l'avait reçu, bien sûr, et qui a eu le prix du président de la République, Ali Maachi. Il est brillant. Et il est brillant, exactement. Donc on va écouter un petit morceau de Luigi Bailina. Beaucoup d'émotions à travers son jeu de piano. Il y avait, j'ai eu Yanis Taleb au téléphone, et il y avait des gens qui ont pleuré, des personnes. Il y avait beaucoup d'émotions. Il s'était produit, on rappelle qu'il s'était produit au TNA aussi. Oui. C'était une belle rencontre aussi avec son public. Il y a 2 autres dates, je crois, ici à Alger. Au niveau de Notre-Dame, ça va être le 28. Très bien, on le voit. En ré mineur, c'est vraiment... Là, on le voit avec le consul Fawzi Dib. Il y a aussi Madame Deraghi, Shafiqa Deraghi. Puis aborder en ré mineur, c'est magnifique, c'est que juste vraiment splendide. Voilà, on la voit bien, la photo. Tout à fait, voilà. Celle-là. Ouais. Ça, c'était hier. Ouais. Ça, c'était hier, donc c'est tout frais. Nanterre aussi, le consulat de Nanterre, qui a aussi marqué cette journée avec une activité très, très chargée, avec des conférenciers, avec des historiens et des témoins aussi qui étaient présents à cette occasion. On tient toujours à Nanterre qui a marqué. Oui, le 17 octobre, il y a très importante. Oui, puis un champ de recherche, etc., pour les sociologues, pour les anthropologues. Une jeunesse très active. Oui, absolument. Une jeunesse incroyable. Avec Ali Sayed qui avait travaillé dessus aussi. Oui, c'est Malek Sayed, c'est pas Ali Sayed, parce qu'il y a Ali Sayed qui est toujours vivant, et Malek Sayed, d'ailleurs, il y a même une plaque commémorative qui lui rend hommage à Sayed, et puis à Abdelmalek Sayed, voilà, et puis il y a eu le BRAP qui a travaillé. On voit là les images de Nanterre avec M. Alem, le consul de Nanterre. Très bien. Et la levée de l'emblème national. Et toujours un moment très, très fort. Il y avait des nuages, mais le drapeau a illuminé le ciel. Éclipsé complètement ces nuages. Absolument. Voilà, donc c'était à Nanterre hier. Une autre ville qui va aussi célébrer à sa manière le 1er novembre, ça va être demain à Valence en Espagne, avec une exposition
grandiose sur la Casbah d'Alger. Donc il va y avoir... Eh bien c'est lui, hein. Je me rappelle bien de lui. C'est ce Fadj. C'est en collaboration avec notre consulat en Espagne. Il fait un travail aussi titanesque en matière de promotion du patrimoine algérien. Vraiment, ça fait depuis je ne sais pas combien d'années qu'il fait ce travail à Saha. C'est un travail de recherche. Depuis qu'il était étudiant. Il a fait un travail... L'un des initiateurs aussi de l'UFC avec notre collègue Yazid Baziz. Il était même le commissaire en 2009 du PANAF, de l'Expo PANAF. Et pour l'anecdote, on s'est connus à cette époque et à l'occasion de cette exposition. Donc ma première rencontre avec M. Sfedj, c'est en 2009. Quand il avait et donc, été... il sera bien sûr en Espagne avec à Valence. On a des images d'ailleurs. On a des images. La Casbah qui a été beaucoup citée dans des poèmes, dans des livres. Et on dit dans la Casbah, la guerre ne se menait pas seulement avec des armes, mais avec la foi et la certitude que chaque maison abritait une cause juste. Ça, c'est pour le choix du thème, la Casbah était aussi un symbole pour cette lutte armée. Bien sûr, et la bataille d'Alger en est un véritable symbole à travers ce film, tellement vu aussi à travers le monde. Tahia Didou, tout à fait. Il y a beaucoup de films sur la Casbah d'Alger. Pépé le Moko, hein. Oui, non, Pépé le Moko, il faut rappeler, par contre, c'est l'image un peu du cinéma colonialiste qui montrait l'Algérien exotique, la carte postale, etc. Et puis avec, comme tu l'as bien dit, la bataille d'Alger, c'est là où l'image a changé et que la Casbah, c'est le cœur palpitant de la révolution algérienne. Tout à fait. Malik Haddad qui a dit « Alger n'a jamais cessé de se mirer dans sa mère comme une femme fière de sa beauté et de ses blessures ». Et ça, c'est une citation aussi qui est très célèbre de... Il y a un moment, il y a une Casbah. Ya Bahjati. Ya Bahjati, tout à fait. Exactement. Lors de cet événement, M. Zinedine Sfedj a associé une artisane algérienne qui réside en Espagne et qui fait des choses aussi qui rappellent ce patrimoine algérien. Donc il y a de l'histoire, il y a de l'artisanat, il y a le patrimoine algérien tout court qui est représenté. Des fantaisie comme ça. Ouais, absolument. On a des images normalement sur ce qui va être... on a un avant-goût. D'accord. De cette exposition. On a pu voir bien sûr la Casbah, les terrasses de la Casbah, les murs blancs de la Casbah, peints à la chaux comme chaque année. La vie à la Casbah, ça c'est très important de le mentionner. Ces objets qui constituaient la vie à la Casbah. Les fontaines. Dar el-Hamra, etc. Et tout, un très beau livre sur les fontaines de la Casbah. Moi j'y étais hier. Moi j'ai été déjà hier. Mais sur la terrasse, quand tu étais sur les Houaïd. Non, en tout cas, les habitants de la Casbah ont pris la conscience qu'ils avaient entre les mains un joyau et pouvoir aussi... Un trésor. Un trésor. Ils ont compris, maintenant il y a de plus en plus de boutiques, des artisans, il y a beaucoup des touristes, des guides. Ça fait plaisir de voir la Casbah qui est en mouvement. Il y a des adolescents carrément, dès qu'on arrive à Bab Jdid, ils sont impressionnants ces enfants. من هنايا كاينه تعرف لا ميزون تاع علي لا بوانت لتحتها ونروحوا من هنايا وهنا اللي قالوا بان هذيك لا سين تو رابيل لا سين دو لا باتاي d'Alger. C'est magnifique. C'est formidable. Même عند محيوط quand on monte pour voir un peu les bénisses, etc. Oui, il nous rappelle. Dernière fois, il y avait la photo de Mohamed Hami Moumna. Il me dit تعرفوا هدايا
C'était un graveur, artiste, céramiste. Il racontait toute l'histoire. La boiserie de la Grande Poste, il était parmi ceux qui ont contribué pour il travaille. Je vais rappeler que pourquoi Valence, et il se trouve que la céramique de Valence a décoré aussi le bastion. On retrouve cette céramique au bastion 23. D'accord. Voilà, donc elle a des éléments de faïence. Il y a des éléments. Le palais des Raïs. Voilà, exactement. Donc on termine avec un hommage à une militante algérienne, Min Jamilat El Jazair, c'est ça, Jamila Amran Min. Daniel Min, qui est décédée en 2017, je crois, à Alger, première enseignante en histoire. Pourquoi on en parle? Parce qu'elle a écrit, en 62, elle a écrit un livre, un conte pour enfants, le Couscous du rêve. Ah oui. Le Couscous du rêve, il va être réédité. Il a été réédité l'an dernier dans les deux langues, en arabe et en français. Et donc je vous laisse peut-être suivre cette petite vidéo pour comprendre. En tout cas, une belle présentation. C'est une des figures emblématiques du combat libérateur, de l'apport de la femme à la révolution algérienne. Et ce n'est autre que la fille de Jacqueline Guerrouche, qui est aussi auteure et conteuse. Oui. Tout à fait. C'est un conte pour les jeunes, mais pour les grands aussi. Tout à fait. Et elle disait, c'est pour retrouver le goût de la liberté. Voilà, bien, une belle conclusion. Merci beaucoup. À présent, on va voyage. C'est vrai qu'on a voyagé. Je me suis retenue pour... À ton tour, Yazid, tout de suite. Moi, avec elle a tout dit. Ça, c'est tout de suite. L'actualité aussi. So, thank you, Fella, for your yes. J'étais là pour me rappeler des choses aussi. Enfin, moi, je vais parler du salon du livre, mais bon, je vais empiéter un petit peu sur ce que va faire Fella cet après-midi. Moi, je voulais juste rappeler un peu. Depuis le début donc, du Salon international du livre d'Alger, donc il y a eu ce vibrant hommage à Rachid Boujdara, l'un des maîtres incontestés du roman algérien, du nouveau roman, et puis notamment avec la répudiation, ce roman pratiquement qui était l'un des... de sa carrière. Après, il y a eu Timoun, il y a eu Saint-Georges, il y a eu l'Insolation, il y a eu l'escargot entêté, il y a eu ce vibrant hommage du Silla à ce grand monsieur de la littérature algérienne. Et puis il y a les 100 ans de la naissance de Ben Haddouga. Vraiment, c'était un moment très très intense, puisque un hommage a été rendu à cette grosse pointure de la littérature algérienne dans le célèbre roman Le Vent du Sud, qui a été adapté au cinéma. Puis c'est tous ces romans qui ont été traduits aussi par
par un autre traducteur, un grand traducteur, Marcel Bois, que nous avons reçu sur ce plateau, Allah yarhamou. Et puis il y a eu également ce grand moment de littérature, ce foisonnement un peu culturel entre l'Algérie et la Mauritanie. C'est vrai. Invité d'honneur. Oui, c'est l'invité d'honneur. Il y a cette culture hassania donc, qui rapproche les Algériens et les Mauritaniens. Et puis il y a la musique. Et puis il y a la dimension soufie. Parce que dans ce terreau soufi, beaucoup d'Algériens et de Mauritaniens ont été nourris par dans cette veine soufie. Et il y a eu donc tout un séminaire, toute une rencontre sur cet aspect-là par rapport au soufisme. Et également, comme la musique adoucit les mœurs, donc il y a eu aussi un regard sur ce rapport commun entre la musique mauritanienne et la musique algérienne, qui sont d'une essence hassani, qui est cette culture que partagent Algériens et Mauritaniens. Il y a aussi la Palestine, donc il y a toujours un travail, il y a eu toujours un regard sur la question, sur la noble cause palestinienne, dont beaucoup d'écrivains ont pris part à ce débat. Notre ami Ourad, avec son qui était présent, et édité chez Caspa, son livre qu'on a reçu déjà, que tu as interviewé. Oui, je l'ai reçu ici, Ourad, et c'était aussi un témoignage poignant. Tout à fait. Et il va y avoir aussi le cinéma palestinien aussi à travers le monde. Aussi, on n'oublie pas, on parlera de cette actualité. Oui, par rapport au cinéma, oui, il y aura le festival international du cinéma d'Alger. C'est en décembre. Oui, en décembre, avec Cuba comme invité d'honneur. Et oui, là, et puis rappelons qu'on a reçu Marcel Khalifa, la télévision algérienne a rendu hommage à... Déjà, il a été reçu pour Al-Han Ouachabab, invité d'honneur, et puis au Salon du Livre également, il a fait partie donc parce qu'il y a tout un travail aussi sur la littérature post-coloniale, où l'on revient sur Frantz Fanon. D'ailleurs, Fella va recevoir une grosse pointure, un grand écrivain américain. Adam Schatz, qui a écrit sur Frantz Fanon et qui a encore dévoilé d'autres facettes de ce militant. Donc, on va voir un reportage justement. Oui, on va revenir sur un reportage, mais comment elle s'appelle, Samia Bouarour a été voir un petit peu les nouvelles parutions au niveau du Salon du Livre. Et surtout ce portail numérique de l'OPU qui permet, de l'Office des publications universitaires, qui permet donc aux chercheurs d'accéder à toute la base de données pour pouvoir voir un livre, paginer un livre. D'ailleurs, il va y avoir pour les étudiants et les conférence le 4 à Alger, une grande conférence autour justement du livre et les recherches. Eh bien, on va voir justement ce reportage et on se retrouve juste après et on retrouvera aussi notre invité. Les nouveautés du Salon du Livre dans sa 28e édition varient selon l'événement. Les allées de la Safex étaient pleines de foule. Ce rendez-vous culturel majeur du pays réunit les éditeurs, auteurs et intellectuels algériens et étrangers pour des échanges culturels, pour notamment la promotion de la lecture. Notre première halte chez la NEP qui présente ces deux nouveautés avec un recueil de poèmes de Halima Abdet et l'ouvrage d'Abdelrahman Khalifa, Mosquée et sanctuaire d'Algérie. Le premier ouvrage, c'est Ma main et poignée de valise d'Halima Abdet. C'est un recueil de poésie. Un recueil de poésie, la particularité, au-delà de sa beauté, c'est la charge émotionnelle que porte cet ouvrage. Le deuxième ouvrage, Mosquée et sanctuaire d'Algérie. L'ouvrage en lui-même, écrit par quelqu'un, par un auteur de renom qu'on ne présente plus, avec la double casquette. Donc, en tant qu'historien, il présente des mosquées historiques, pas toutes les mosquées d'Algérie, mais les mosquées historiques, surtout celles qui présentent l'architecture, le modèle architectural, donc celles qui se caractérisent par
leur architecture en soulignant que l'architecture des mosquées algériennes ou maghrébines se distingue par rapport aux autres architectures d'autres mosquées de pays musulmans. Mon tout dernier recueil que vous voyez juste ici à côté de moi est intitulé, comme vous le voyez, Ma main et poignée de valise. Et comme j'ai pour habitude, comme dans mes précédents recueils, de faire des recueils autour d'une thématique. C'est des poèmes, des textes très différents, mais il y a un fil conducteur, un souffle qui est toujours le même, qui les traverse tous. Alors cette fois-ci, pour ce recueil, j'ai décidé de me concentrer vers ces objets qui nous entourent et qui ornent nos vies, qui sont là muets, qui sont là inertes. C'est des objets et qui pourtant parlent beaucoup de nous, de notre vie, de notre vie même souvent la plus personnelle, la plus intime, parce qu'on a fait des choix de les mettre là. Et donc je voulais rendre la voix, rendre la vie à ces objets muets, à ces objets qui ont l'air d'être sans vie. Et petit à petit, je me suis concentrée autour d'un objet en particulier, c'est la valise. Kelimet, dans son espace, a présenté aux passionnés de la lecture cette jeune romancière Huneida Hidesh, qui se différencie avec son style et sa vision. Je voulais juste rappeler les gens nos souvenirs quand on était enfant et quand on aimait se faire peur et quand on se rassemblait autour de la grand-mère qui nous racontait des histoires. Donc il y a ce côté de storytelling, les hikayat, les mhajiyat. Donc je voulais un peu rappeler ce côté-là avec ma petite touche personnelle qui est les romans noirs. Bien sûr, si vous l'avez remarqué, ma plus grande inspiration c'est Lovecraft, Kafka, Hitchcock et Stephen King. Parmi les stands qui ont connu un taux de vente remarquable, l'OPU, avec ces nouveautés qui intéressent les chercheurs et les étudiants, à savoir des séries de livres en langue anglaise et une librairie numérique fonctionnelle et accessible à tous au prix symbolique, avec un système de paiement en ligne. L'OPU est venu avec 100 nouveaux titres, entre autres des titres en anglais, que ce soit médecine ou mathématiques aussi en anglais. La grande nouveauté de l'OPU, c'est la bibliothèque numérique universitaire. Elle porte plus de 110 000 fiches électroniques, que ce soit livres de l'OPU ou thèse, doctorat aussi. Il y a des livres aussi du Haut Conseil de la langue arabe. Cette année, FIHA, un abonnement pour les étudiants, c'est un abonnement annuel, c'est 300 dinars. Un abonnement de 300 dinars annuel, où aussi l'étudiant peut télécharger aussi les livres, les faire. Il peut lire aussi tout ce qui se trouve dans cette bibliothèque. On s'abonne directement à cette bibliothèque numérique et le mode de paiement est par la carte Dahabia. On travaille avec ce système numérique du paiement. Donc on remarque que les gens utilisent beaucoup plus le système par carte de paiement parce qu'il est facile, il est utile. Et au bonheur des chercheurs et universitaires, un ouvrage de qualité de Madame Benhouhou. C'est la didactique au service de la formation doctorale et de la recherche scientifique de manière globale. D'abord, dans un premier temps, on a décidé c'est-à-dire de mettre des contenus à l'intention des doctorants pour les aider, les accompagner dans leur recherche. Et puis finalement, j'ai ajouté une autre partie concernant les enseignants nouvellement recrutés à l'université pour qu'ils puissent aussi se saisir de la pédagogie universitaire. Il y a un volet de la pédagogie universitaire qui va les aider dans leurs tâches, dans leurs fonctions, pour leur donner un peu plus de professionnalité. Ce
Ce rendez-vous culturel garde toujours sa vocation de partage et bien sûr de la promotion de la lecture, car lire, c'est rêver, les yeux ouverts. C'est vrai que les livres, ça nous fait rêver et ça nous emporte carrément ailleurs. Eh bien, nous allons justement rester dans le domaine des livres, cette fois-ci avec la nouvelle parution du livre de notre invité. Il s'agit donc de Mohamed Saadawi qui est parmi nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci pour votre invitation. Voilà, vous êtes musicologue, vous êtes aussi médecin, Oui, vous étiez président de l'association Al-Anasir, une association musicale andalouse, n'est-ce pas? Et là, vous revenez après 7 ans d'absence sur nos plateaux qu'on ne vous avait pas vus. Sur les plateaux, je suis passé avec mon maître Khalil Karadouman, qui est un immense artiste et qanouni, c'est le meilleur au monde. Donc on est venu parce qu'on avait fait un concert fusion entre mon groupe, qui est Ibn Sina, et son groupe. On avait fait 2 concerts et l'un des 2 concerts était ici à l'auditorium de la radio. Oui. À l'époque, Ibn Sina, c'était aussi un musicien. Hein, ah oui, eh ben non. C'est-à-dire que le nom n'était pas par hasard. C'est-à-dire, moi je suis médecin et musicien, donc je ne suis pas allé chercher loin. Ibn Sina pour, pour honorer la mémoire de quelqu'un qui a laissé énormément de... Alors, Qanoun Seen Otherwise, c'est cela, c'est le Qanoun vu autrement, c'est ça. Vous donnez, c'est un livre qui est aussi un livre utile pour les musiciens, aussi pour les personnes qui débutent dans cet apprentissage donc, du Qanoun. Oui, pour tout le monde. En fait, c'est vrai que quand je dis il est aussi utile, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un professeur à l'université d'Istanbul qui a suivi mon travail, etc. Donc sur le plan académique, c'était important d'avoir quelqu'un. Donc on a travaillé pendant 4 ans minimum, 4 ans minimum. Et but this canon is not just for the sound of le quart de temps. No. You can play with. Et justement, cette méthode, ce qui est nouveau, c'est le jeu des 10 doigts. Donc, on peut jouer, donc, pas uniquement en quart de temps, on peut jouer de la musique occidentale, de la musique classique universelle, etc. Oui, oui. Vous dites justement que vous utilisez la force des doigts pour libérer le mouvement de la main. C'est plus peut-être aisé de jouer avec des codes. Vous utilisez les codes couleurs. Oui, oui, ça c'est aussi une première. J'ai mis 4 couleurs sur les notes. Parce que dans les revues dans les méthodes traditionnelles, on met une seule couleur. En fait, quand on joue, par exemple, avec la plume, que ce soit avec le dos, avec le ventre donc c'est différent. Donc moi j'ai mis des couleurs, c'est-à-dire quand c'est une flexion, c'est une couleur, quand c'est une extension, c'est une autre couleur, que ce soit pour les 2 couleurs, main droite, 2 couleurs, main gauche. Et donc l'élève ou le musicien, quand il voit, il sait l'exercice est basé sur quoi? Sur le jeu par exemple, de retourner les cordes, etc. Qu'est-ce qui vous a fait aimer cet instrument, vous-même? Alors cet instrument, c'est un coup de foudre. En 2003, moi j'étais pianiste avant, et je suis parti en voyage en Turquie, à Istanbul particulièrement, et j'étais envoûté par cette musique. Moi qui aimais la musique arabe, les mouchas, etc. Et j'ai découvert quelque chose qui m'a vraiment épaté. Et j'avais acheté un synthétiseur oriental où je pouvais régler au quart, etc. Mais ça ne remplissait pas, donc je ne ressentais pas ce que j'écoutais. Et à ce moment-là, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure du qanoun en 2005. Et en 2007, c'est une coïncidence. J'étais dans le Festival international du Malouf, j'étais membre du commissariat et chargé de la commission pédagogique, donc j'organisais les conférences, etc. Le commissaire du festival m'avait demandé de chercher une troupe turque pour l'inviter. Et je suis tombé sur Khalil Karadouman, il est venu. Un maître, donc. Oui, et donc depuis 2007, l'expérience a démarré de façon extraordinaire. Et donc j'ai appris avec lui pendant 5 ans.
On a fait des concerts fusion, que ce soit ici en Turquie, des masterclass. Il m'avait invité au Festival international du Qanun en Turquie. Et il est décédé 5 ans après. Tragiquement, accident Donc il avait fait un infarctus du myocarde, une crise cardiaque, dans un taxi en Allemagne. Ouais. Donc, et vous êtes resté très, très attaché justement à son apprentissage, et vous vouliez donc le partager aussi à un grand nombre donc, de mélomanes et surtout de musiciens qui s'intéressent à la sitar. Oui. On va écouter d'ailleurs, on va tour à tour écouter, vous écoutez jouer. On a organisé, j'ai voulu mettre au service des jeunes mon expérience acquise avec le maître Khalil Karadouane, et on a organisé 2 symposiums du Qanun en Algérie internationaux. On a même invité des élèves du Maroc, de Tunisie, de Syrie, etc. Et donc, c'était quelque chose d'extraordinaire. Malheureusement, ça a duré 2 années. On va écouter 2 années, ok. Oui, c'est bien d'écouter, de pouvoir apprécier. Oui, parce qu'on en parle, mais c'est vrai que d'écouter, c'est mieux. On y va. C'est magnifique, hein? Oui, c'est vraiment joli ce Nahawan, le sihli de bien de chez nous. De bien de chez nous, exactement. Ça, c'est un sama'i Nahawan composé par quelqu'un qui a l'influence occidentale. On le ressent un peu. Oui, c'est clair. Oui. Parce qu'en fait, les compositeurs... Ça nous rappelle Boujma Afrigan et... Les grands sitaristes algériens aussi, Ismaël Hanni et tout, Allah yarhamou. Et justement, dans cet ouvrage, vous essayez de mêler l'harmonie au contrepoint? Oui, l'harmonie et le contrepoint, ça, c'est ce qui est nouveau. C'est-à-dire qu'on peut jouer en mouvement contraire. Ce qu'on fait avec la droite, on le fait différemment avec la gauche, et en mouvement contraire. Donc, avoir l'indépendance du cerveau sur les 2 mains, mais ça c'est une pratique. C'est difficile, ça. C'est difficile, très difficile. Et est-ce qu'on peut apprendre à tout âge? Ah oui, moi j'ai appris à un âge avancé. Mais vous étiez quand même musicien à la base, vous étiez pianiste, je pense que les rythmes... mais je crois que le don n'existe pas, comme disaient certains artistes, le don n'existe pas, mais il suffit d'avoir une très forte envie. D'accord. Et d'avoir donc les capacités pour pouvoir aller de l'avant et continuer avec... c'est ça ce qui est important. Et aujourd'hui, cet instrument qui est un instrument typique aussi, qui a fait partie donc, de bon nombre d'orchestres, et chez nous aussi, ça fait partie donc, de notre orchestre algérien, ça tend aussi à être occidental, cette musique, non? Non, pas nécessairement. On peut jouer tous les styles de musique. Par exemple, vous trouvez le Qanun en Azerbaïdjan, en Arménie. Donc l'Asie mineure, c'était la région du Qanun, et d'ailleurs il a émergé, il a été créé. C'est un scientifique qu'il a créé, c'est Al-Farabi. Al-Farabi, mais avant Al-Farabi, dans les livres Elf Leila wa Leila, oui, dans ce livre, déjà c'est-à-dire on évoquait le Qanun, cet instrument, donc avant l'avènement d'Al-Farabi. Donc on ne connaît pas exactement, mais cet instrument a subi des transformations au cours du temps. Et les dernières transformations, c'est les si et l'arabette qu'on a mis pour avoir les 8e de temps, le quart de temps, etc. On est arrivé à la fin, juste pour dire que si vous êtes là, c'est parce que vous allez présenter votre ouvrage le 4, donc à la SAFEX, à l'occasion du Salon international du livre. Comment il s'appelle? Donc l'ouvrage s'appelle Qanun Sin Otherwise. C'est le Qanun
Voilà. Ça. Et, tout à fait. Et un ouvrage, en tout cas, très bel ouvrage, volume 1. Ça Volume continue. Donc, vous êtes toujours en train d'écrire le deuxième, prochain. Il est pratiquement terminé, le deuxième. Merci Et beaucoup. seulement, il faut faire sortir le premier. Et là, on est en train d'écouter votre maître jouer, n'est-ce pas? On est en train d'écouter, on va se quitter avec cette belle instrumentale, bien sûr, de votre maître. Merci beaucoup, Monsieur Saadaoui. Merci de m'avoir invité encore une fois. Et on dira que vous serez donc le 4 au niveau donc, du Salon du Livre à partir donc, de 11h. Merci Fella, merci beaucoup Yazid. Merci, avec Saha Amel. À la semaine prochaine. Merci à Monsieur Saadaoui. Et puis merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée. On continue à suivre nos programmes sur Canal Algérie. Juste après le bonjour, il y a donc l'instant matin avec Fella. Pardon, Mariam Moussaïd, pardon. Voilà. Et quant à moi, je vous dis à demain. Inch'Allah.